Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 306e rencontre Lille et ce soir on a la chance de recevoir Julien Donadi pour son roman La Paix paresseuse aux éditions du Rocher. Alors un parcours particulier, un livre aussi très singulier, on va longuement en parler. Je suis ravi de vous recevoir Julien parce que c'est un événement historique, la conférence de Stresa, un événement qui finalement n'en est pas un, on en reparlera juste ensuite. Mais j'aimerais d'abord que vous nous parliez de votre parcours. Vous avez un parcours plutôt atypique. Vous êtes aujourd'hui conservateur de bibliothèque et on voit que vous êtes proche du Panthéon, mais ça c'est pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Vous avez travaillé aussi dans le monde de l'édition. Vous avez aussi travaillé en librairie de manière fugace. Vous avez touché finalement à toute la chaîne du livre. Et finalement, vous êtes arrivé à écrire deux romans, dont un qui est paru en 2016, qui s'appelle Vie et œuvre de Constantin Hérode, aux éditions Grasset, qui se tramait dans les années 90. Aujourd'hui, vous faites un autre pas de côté avec La Paix paresseuse pour la conférence de Stresa en 1935. J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, notamment de votre parcours aussi en tant qu'écrivain. Comment s'est matérialisée cette envie d'écrire, vous qui étiez, il me semble, à la base ingénieur? Oui, j'ai un parcours tout à fait atypique pour les métiers du livre, puisque comme vous venez de le dire, j'ai d'abord un diplôme d'ingénieur, en plus un diplôme d'ingénieur dans une discipline très spécialisée, puisque c'est un diplôme en génie électrique, donc qui me destinait à construire des moteurs de train, de TGV. C'est surtout ça que j'ai appris pendant mes études. Mais en réalité, j'ai tout de suite bifurqué, c'est-à-dire que je n'ai jamais exercé le métier d'ingénieur. Euh, Juste après mon école d'ingénieur, j'ai fait une formation complémentaire pour m'orienter, qui m'avait beaucoup occupé depuis longtemps, depuis l'enfance. J'avais toujours été un gros lecteur et même assez tôt, j'ai essayé d'écrire des choses que pendant très longtemps j'ai détruites les unes après les autres. Assumer le fait d'écrire et donc accepter de conserver ce que j'écrivais, voire de le proposer à des éditeurs. Voilà, j'ai fait cette formation à l'édition. J'ai travaillé un petit peu dans l'édition scientifique, ce qui faisait le lien entre mes deux formations. Mais justement, j'ai compris assez vite que les postes qu'on me proposerait dans l'édition, compte tenu de mon parcours d'ingénieur, ne correspondaient pas forcément à ce que moi j'avais envie d'y faire. Et il aurait fallu accepter soit d'enchaîner un certain nombre de contrats précaires pour petit à petit se construire à la fois un carnet d'adresses et un parcours d'éditeur, soit carrément entrer dans le grand bain en fondant sa propre maison d'édition, ce qui nécessite quand même de grandes qualités entrepreneuriales que je n'étais pas certain d'avoir. Donc voilà, j'ai voulu rester dans le secteur du livre. Vous avez dit qu'entre-temps, effectivement, j'avais fait des petits boulots dans la librairie. J'ai voulu rester dans le secteur du livre, mais en essayant de trouver quelque chose de plus stable, qui me corresponde mieux, qui correspond mieux aussi d'une certaine façon, à mon histoire familiale, puisque je viens d'une famille de fonctionnaires. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux bibliothèques, assez paradoxalement d'ailleurs, parce que en réalité, avant de passer le concours de conservateur de bibliothèque et puis de suivre la formation, j'étais un faible fréquenteur ou fréquentant de bibliothèque. Moi, j'avais plutôt l'habitude d'acheter mes livres, tout simplement, et j'avais assez peu eu recours aux bibliothèques dans mon parcours, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de mes études. Donc, je suis arrivé vraiment dans les bibliothèques, je ne vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais c'était quand même une grande découverte. Alors moi, le concours que j'ai passé, c'était un concours qu'on appelle territorial, c'est-à-dire qui me destinait à travailler dans les bibliothèques municipales ou, disons, de collectivités territoriales, ce que j'ai fait pendant assez longtemps. J'ai eu aussi une expérience à l'étranger en ambassade. Ça, c'était aussi une vieille tentation parce que c'est important que je le mentionne parce qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. J'avais eu aussi à un moment donné dans voilà, mon parcours d'études, la tentation de m'orienter vers le secteur de la diplomatie. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'occuper des fonctions à l'ambassade de France en Italie comme à la fois coordinateur du réseau des bibliothèques françaises en Italie
mais surtout, je dirais, comme euh, comment dire, attaché culturel en charge du livre, de la lecture, de la promotion du livre français en Italie. Et notamment, j'ai organisé en Italie chaque année un festival qui s'appelait le Festival de la fiction française, dans le cadre duquel on accueillait les écrivains français qui étaient traduits en Italie dans l'année. Donc c'était vraiment un travail en étroite collaboration avec les éditeurs italiens. Et on faisait venir comme ça m'a permis de rencontrer des quantités d'auteurs à l'époque. C'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier roman, alors qu'il n'était pas tout à fait un vrai premier roman, hein, parce que j'ai écrit un certain nombre d'autres choses avant ça. J'ai d'ailleurs publié un roman dans des conditions un peu plus confidentielles chez l'Harmattan au tout début, quand j'ai commencé à écrire, quand j'avais une vingtaine d'années. Ça s'appelait Mort pour la France. C'est J'ai un vu roman ça. voilà, c'est un roman qui parlait de la Première Guerre mondiale. C'est pas non plus anodin que je le mentionne parce que c'est aussi un des romans qui m'ont conduit à écrire par la suite La Paix paresseuse. Bref, donc j'ai eu cette expérience en Italie. Je suis rentré de nouveau en France où j'ai de nouveau occupé des fonctions dans des bibliothèques municipales. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de bifurquer et comment dire, de me créer une expérience dans un domaine qui m'attirait depuis longtemps, même qui me faisait d'une certaine, c'était un peu un fantasme en fait, hein. Quand j'ai passé le concours des bibliothèques, c'est vrai que comme je connaissais mal les bibliothèques, comme je l'ai dit, l'image que j'avais du conservateur de bibliothèque, c'était le nom de la rose. C'était les vieux manuscrits médiévaux et puis un travail très d'érudition. Bon, j'ai découvert que par la suite que c'était bien autre chose, le travail de conservateur de bibliothèque, mais cette dimension patrimoniale existait et existe toujours. Et bref, j'ai voulu aussi avoir une expérience dans ce domaine-là. Il se trouve que dans la collectivité dans laquelle je travaillais, qui s'appelle Pleine Commune, qui est un établissement public territorial du nord de Paris, un poste s'est libéré, poste de responsable des collections patrimoniales de la bibliothèque de Saint-Denis. Et j'ai eu une première expérience sur des collections patrimoniales. Il y avait un riche fonds patrimonial à Saint-Denis. Enfin, tout ça, j'ai l'air de raconter ma vie. Bon, d'une part, vous m'y avez invité, mais par ailleurs, à chaque fois, il y a une brique qui s'ajoute pour construire le parcours qui me conduit jusqu'à la paix paresseuse. Parce que justement, quand je travaillais dans les collections patrimoniales de Saint-Denis, j'avais dans mes collections beaucoup de choses, d'une part, autour de l'histoire du mouvement ouvrier français, l'histoire, disons, intellectuelle et sociale des années 30, beaucoup de choses aussi autour du fascisme, puisqu'il y a eu une figure importante qui a marqué l'histoire de Saint-Denis, qui a été maire de Saint-Denis. C'est Jacques Doriot, hein, qui a été maire de Saint-Denis au moment où il a fait la bascule du Parti communiste vers, entre guillemets, le fascisme. Donc voilà, j'avais beaucoup de matériel aussi quand j'étais à Saint-Denis sous les yeux euh, sur ces sujets-là. Et puis, profitant de cette expérience patrimoniale, je me suis orienté vers vraiment les bibliothèques d'études et de recherche. Donc, avec une première expérience à la BULAC, qui est la bibliothèque des langues orientales, donc qui est une bibliothèque universitaire. Et puis ensuite, là aussi, au terme d'une opportunité un peu particulière, dans un contexte un peu particulier, j'ai accepté de venir à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, en réalité, pour relancer l'activité de cette bibliothèque qui a traversé un drame en octobre 2022. Voilà. Et donc, au milieu de tout ça, l'écriture. Donc, moi, ça fait, je dirais, 25 ans que j'écris. J'ai publié effectivement dans des conditions un peu confidentielles Mort pour la France en 2002. Et puis, j'ai publié dans des conditions un peu plus visibles, disons, ce que je présente ou ce qui est présenté habituellement comme mon premier roman, donc Vie et œuvre de Constantin Hérode, qui est fortement inspiré de mon expérience en Italie. En parallèle, j'ai aussi écrit d'autres choses, notamment des nouvelles. J'ai publié une nouvelle dans la revue Europe. Et puis, j'ai écrit ce roman, La Paix paresseuse, qui a en réalité connu plusieurs strates et plusieurs versions, hein. Donc, j'y ai travaillé pendant assez longtemps et la première version est assez ancienne. Et puis, voilà, cette version qui a été publiée a fait l'objet d'un gros retravail. Et d'ailleurs, j'en ai même changé le titre puisqu'entre la première version et la deuxième version, celle qui est publiée, il y a eu quand même, voilà,
de fortes évolutions alors peut-être pas tellement de l'intrigue, un petit peu de l'intrigue, beaucoup des personnages. Il y a des personnages qui ont disparu, des personnages qui ont été transformés. Voilà. Et puis j'ai essayé de travailler dans le sens de plus de fluidité, je dirais, du récit. Voilà. Très bien. On reviendra juste sur justement peut-être ce côté contemporain du roman qui a peut-être été modifié, je ne sais pas où. On verra tout à l'heure, j'en reparlerai, mais il y a une phrase qui m'a surpris. En 2015, vous dites, d'ici à 5 ans, j'aurai publié mon deuxième roman. Alors, est-ce que c'était La Paix paresseuse qui était déjà en préparation? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est un petit peu plus que 5 ans, certes, mais quelle a été cette évolution-là entre les deux périodes, entre 2015 avec la publication de Constantin Hérode quelques mois plus tard, en janvier 2016, et aujourd'hui La Paix paresseuse. Alors, quand en 2015, j'ai dû déclarer cela, peut-être dans Livre Hebdo, je ne sais plus, euh, je pensais à un autre roman en réalité, un roman sur lequel j'ai travaillé donc entre 2015 et 2020, disons, dont j'espère qu'il sera publié après La Paix paresseuse. Ces romans se sont entrecroisés. Il y en a même un troisième dont je ne parlerai pas ce soir, enfin, si ce n'est de l'évoquer là tout de suite. Mais voilà, j'ai écrit plusieurs romans en même temps, et quand je dis qu'ils se sont entrecroisés, c'est que la première version de l'un a succédé à la première version de l'autre. Ensuite, j'ai retravaillé une deuxième version du premier, puis ensuite une deuxième version du second. Ça a été un travail un peu voilà, mêlé. Quand on écrit, quand on publie, qu'on a des retours à la fois des éditeurs, du public, on évolue, on se construit en tant qu'écrivain. Et La Paix paresseuse, on aura peut-être l'occasion d'en parler, quand même très différent de Vie et œuvre de Constantin Hérode. Mais en réalité, Vie et œuvre de Constantin Hérode, je l'ai écrit après la première version de La Paix paresseuse. Donc vous voyez, tout ça est vraiment très, très imbriqué. Euh, et, euh, et voilà. Et bon, il se trouve que j'ai fait un bout de chemin avec Grasset. Je poursuis avec les éditions du Rocher. Je suis très heureux des relations que je peux avoir avec mes différents interlocuteurs, ou plutôt je devrais dire interlocutrices aux éditions du Rocher. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer le chemin ensemble. Voilà. Alors, on va parler de La Paix paresseuse, puisque clairement, on est là aussi pour ça. Il commence très fort ce livre. Je vais citer les quelques premières phrases du livre, sauf si c'est un extrait que vous avez choisi, Non. Julien. Alors c'est parfait. Donc ça commence très fort et je lis l'Incipit. Mussolini, c'est un brave type. Un brave type, oui, un bon père de famille, comme vous dites. Qu'est-ce que vous voulez? Notre famille à nous, c'est l'Italie. Sentez cet air, il n'y a qu'à respirer. Les montagnes nous le conservent jalousement. C'est encore le même air qu'en Sicile. Ça commence quand même très fort, de manière très provocatrice, entre guillemets, et pas forcément si provocatrice que ça, puisque c'est un des personnages qui parle, mais je me suis posé la question, aujourd'hui, dans une ère où justement tout est scruté, euh, la réalité est limite, à la limite confondue avec les personnages, où un personnage ne peut quasiment plus dire tout ce qu'il souhaite. Il y a beaucoup de censure aujourd'hui dans le monde et souvent aussi parfois en France. Est-ce que vous vous êtes posé la question de réincarner, entre guillemets, des phrases, des mots qui peuvent être choquantes, provocantes, dans un contexte qui était évidemment pas le nôtre aujourd'hui, mais est-ce que vous vous êtes posé la question du vocabulaire, de la manière dont vous alliez aborder les dialogues, notamment quand vous faites parler Pierre Laval, ou quand vous faites parler Mussolini, ou quand vous faites parler les différents diplomates qui gravitent autour? Est-ce que c'est une question en tant qu'auteur sur laquelle vous avez buté ou au contraire, vous vous êtes dit, c'était l'époque, j'assume totalement les dialogues et les propos de chaque personnage. Alors, votre question, elle a effectivement beaucoup de sens parce que ça, c'est vraiment une difficulté à laquelle on se heurte dès lors qu'on écrit des romans, qu'on soit un inconnu ou qu'on soit un auteur célèbre et reconnu. C'est que les gens qui vous lisent, et quand je dis les gens qui vous lisent, ça peut être vos proches comme ça peut être des lecteurs que vous ne connaissez pas, ont tendance facilement à prendre pour argent comptant ce que vous écrivez
et à interpréter une chose que vous avez écrite comme, comment dire, traduisant la pensée de l'auteur. Or, évidemment, dans un roman comme celui-ci, mais dans la plupart des romans, quand on confronte des personnages qui ne sont pas nécessairement d'accord entre eux, et tout l'enjeu de ce livre, c'est justement le fait que les personnages ne sont pas d'accord entre eux, euh, on en vient forcément à faire parler des gens dont on ne partage pas les opinions. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour certains lecteurs, pour les lecteurs en général peut-être, et peut-être encore plus pour les lecteurs qui vous sont proches et qui donc reçoivent le livre comme étant vraiment votre livre et donc vous, d'une certaine façon. Et donc, bien entendu, dans ce roman, je fais parler tout un tas de personnages. C'est vrai que, pour être tout à fait sincère, quand on construit un personnage, on lui donne toujours quelque chose de soi. Hein, on n'invente jamais à partir de rien, ou en tout cas c'est très difficile. Donc on prend des bouts de la réalité, mais en revanche on les recompose de telle sorte que je défie quiconque de les reconnaître. C'est-à-dire que on prend les pièces du puzzle, le puzzle, disons, représente la réalité, on prend les pièces, on mélange et on jette les pièces en désordre. Et de fait, le puzzle, dès lors, est méconnaissable. Donc, c'est ça qu'on fait quand on écrit. Et donc voilà, dans ce roman, il y a des personnages qui peuvent exprimer des opinions qui peuvent être proches des miennes, et puis il y a des personnages qui vont exprimer des opinions qui en sont très éloignées. Et peu importe, parce que c'est pas le sujet, c'est pas ce que pense l'auteur qui est important là, c'est ce que disent les personnages, la position depuis laquelle ils parlent, et comment ces différentes opinions se confrontent, se heurtent, etc. Maintenant, sur cet incipit qui est évidemment très provocateur, cette provocation, elle est tout à fait délibérée et pas du tout gratuite. Pourquoi je commence le livre comme ça? Parce que justement, l'idée, c'est de déterritorialiser immédiatement le lecteur. C'est-à-dire, on n'est plus en 2024, on est en 1935, et les personnages qui s'expriment sont des hommes qui vivent en 1935, qui n'ont pas connu la Shoah, qui n'en ont aucune idée, qui pensent, enfin, c'est même pas qu'ils imaginent qu'une telle chose n'est pas possible, c'est qu'une telle chose n'est jamais advenue. Donc, elle fait partie de l'inconnaissable. Et bon, ces gens n'ont pas connu la Shoah, ne connaissent pas l'avenir du fascisme, pas plus qu'ils ne connaissent l'avenir du communisme, et s'expriment en tant que hommes de 1935 avec la connaissance qu'ils ont de la situation à l'instant T. Donc oui, on peut dire Mussolini, c'est un brave type. De toute façon, le personnage qui dit ça est lui-même provocateur dans son propre contexte à lui. Hein, c'est pas non plus quelque chose de tout à fait banal de le dire depuis la position d'où il le dit. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de jeter le lecteur dans le grand bain de 1935. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne Et au... pour finir de répondre à votre question, parce que c'était tout à fait ça la question, c'était est-ce que j'hésite au moment d'écrire des choses comme ça, est-ce que je me pose des questions, etc. Euh, Spontanément, je vous répondrai non, mais je serais tenté de dire que ce sera de moins en moins le cas. C'est-à-dire que effectivement, on est dans une époque de plus en plus sensible. C'est pas un jugement de valeur quand je dis ça. Hein. Je suis pas en train de dire oh, c'était mieux avant, etc. Hein. On en parlera peut-être après du c'était mieux avant. Mais c'est pas un jugement de valeur. Mais voilà, on est dans une époque de plus en plus sensible. Peut-être d'ailleurs, mais là je commence à faire de l'interprétation. D'autres l'ont dit avant moi. Peut-être parce qu'on est dans une époque de moins en moins littéraire, justement, et que quand on a moins l'habitude de se confronter au choc des passions et des opinions et du langage dans la littérature, eh ben, on reçoit les choses de manière peut-être beaucoup plus au premier degré, comme on le fait au cinéma, devant des images qui nous impressionnent tout de suite beaucoup plus que peut ne le faire un texte avec lequel on a un rapport beaucoup plus intellectuel. Et donc voilà, on est dans une époque d'images, de cinéma, évidemment de réseaux sociaux, de sensibilité, d'émotivité,
si j'allais jusqu'au bout, je dirais de sensiblerie peut-être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écrit, on ne peut pas complètement faire l'abstraction de, de ce contexte-là. Moi, je dirais pas que jusqu'à présent, ça m'a empêché ou ça a le moins du monde affecté mon écriture. Mais qui sait, peut-être dans le futur, dans ce que j'écrirai, c'est une question qui sera un peu plus présente à mon esprit. Très bien. Alors j'aimerais qu'on revienne aux racines. Cette conférence de Stresac est quand même pour beaucoup moins connue que celle de Yalta, clairement. Justement, j'aimerais que vous nous parliez de ces quelques jours, puisque le roman se déroule du 9 au 14 avril, qu'il y a 3 jours de conférence et qu'on a évidemment l'avant-l'après, notamment les petits déjeuners, les soirées. On voit tout un pan d'une conférence qui, on en parlera ensuite sur la finalité peut-être, mais d'abord j'aimerais que vous nous contextualisez les choses, puisque le point de départ reste le fait qu'Hitler réarme tout simplement l'Allemagne pour envahir un certain pays qu'on connaît tous. Alors, Anthony, j'ai été un très mauvais, comment dire, agent en marketing de moi-même parce que quand vous m'avez proposé des dates pour cette interview, j'aurais dû évidemment retenir la date du 11 avril, dans une semaine, C'est vrai. puisque c'était la date de la conférence de Stresa. Donc voilà, on ne célébrera pas l'anniversaire ce soir. C'était il y a 89 ans, si je compte bien. Mais on approche quand même de l'anniversaire et ce contexte de début de printemps, je pense, dit quelque chose aussi de l'ambiance qu'il y a pu y avoir lors de cette conférence. Alors cette conférence, je vais vous dire, bon, je vais vous donner le contexte, mais je vais aussi peut-être vous dire pourquoi je l'ai choisi. Donc le contexte, effectivement, vous l'avez dit, c'est que au mois de mars, le 16, je crois, mais peu importe, Hitler rétablit le service militaire obligatoire en Allemagne. Or, cela lui est interdit par une clause militaire du traité de Versailles. Et dès lors, les alliés de la Grande Guerre, car il ne faut pas oublier que la France, la Grande-Bretagne et l'Italie étaient les alliés de la Grande Guerre, en tout cas à partir de 1915, décident de se réunir à l'initiative de Mussolini, c'est quand même important de le préciser, pour réfléchir à une façon de réagir à cette remise en cause du traité de Versailles par Hitler. Et donc ils se réunissent à Stresa, au bord du lac Majeur. Il se trouve que on a beaucoup parlé pour les années 30, enfin quand je dis on, c'est les historiens, d'une diplomatie des lacs, parce que beaucoup de rencontres diplomatiques des années 20-30 se sont déroulées sur les lacs italiens ou les lacs suisses. Bien sûr, la Société des Nations, la SDN, issue du traité de Versailles elle-même, était installée au bord du lac Léman à Genève, et un certain nombre de conférences, dont une conférence peut-être plus célèbre que Stresa, qui est la conférence de Locarno, se sont déroulées sur ces lacs suisses. Euh, le contexte, c'est que il y a, alors vu de notre fenêtre de 2024, il y a deux démocraties, la France et la Grande-Bretagne, qui, dont il nous paraît assez logique qu'elles puissent s'entendre, vu de chez nous, hein, je parle, hein, vu de 2024, et puis un pays qui est sous une dictature désormais depuis 13 ans, une dictature qui est la première dictature fasciste, qui a inventé le fascisme, donc l'Italie. Et là, on ne comprend pas bien comment cette dictature fasciste a pu proposer à ces deux démocraties de les retrouver pour réagir aux remises en cause par Hitler, c'est-à-dire par un régime fasciste, des clauses militaires du traité de Versailles. En réalité, dans le contexte de l'époque, même si l'entente cordiale date de 1904, que donc l'Angleterre et la France sont censées être alliées depuis 30 ans, et qu'elles ont traversé ensemble la Première Guerre mondiale, il se trouve que la Grande-Bretagne se méfie beaucoup de la France. Le jeu de la Grande-Bretagne, depuis toujours, et ça, Henry Kissinger, dans son histoire de la diplomatie, le décrit très bien, le jeu de la Grande-Bretagne, ça a toujours été de jouer des divisions du continent pour asseoir sa suprématie sur les mers. Et donc, quand la France était forte,
l'Angleterre s'alliait avec les ennemis de la France. On pense par exemple à la période napoléonienne. Et puis quand c'est l'Allemagne qui est forte, donc à la fin du 19e, au début du 20e siècle, l'Angleterre s'allie avec la France contre l'Allemagne. Mais en réalité, c'est sans cesse un jeu de bascule contre l'un et contre l'autre. Et dans les années 30, on en est toujours là, c'est-à-dire que la France est sortie victorieuse de la Première Guerre mondiale. On considère, à tort ou à raison, les événements vont montrer plutôt à tort que la France a la première armée du monde, je le dis quelque part dans le roman, et donc les Anglais ont tendance à se méfier de cette France victorieuse, puissante, et qui en plus joue vis-à-vis de l'Allemagne le rôle d'un gardien très vigilant, très pointilleux, très sourcilleux sur les clauses du traité de Versailles. Et l'Angleterre voudrait que ce traité de Versailles, on oublie un peu, pour faire la paix une fois pour toutes avec l'Allemagne et laisser l'Allemagne se développer correctement pour que tout le monde puisse faire du commerce ensemble et que tout le monde puisse profiter de la prospérité générale. Bon, en 1935, on n'est plus trop dans la prospérité générale. Donc voilà, en réalité, l'alliance entre la France et la Grande-Bretagne, elle pose problème. Ensuite, pour ce qui est de l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Italie sont en rivalité directe coloniale en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, dans la zone de l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Égypte, etc. Donc là aussi, l'alliance entre la Grande-Bretagne et l'Italie n'est pas du tout naturelle. Reste la France et l'Italie, les sœurs latines, euh, dont un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains, de politiciens français s'estiment proches, y compris dans sa composante fasciste. Dans les années 30, différentes composantes de la droite, pas forcément le fascisme, ça on pourrait en discuter à l'infini, mais en tout cas les différentes composantes de la droite, de l'extrême droite sont très puissantes en France. Il y a eu un an avant Streza, les journées de février 1934 où les ligues ont marché contre l'Assemblée nationale. Les intellectuels, beaucoup d'intellectuels se reconnaissent dans l'action française. Maurras joue un rôle, disons, exerce un magistère moral très, très important. Et donc, on est tenté par laisser jouer cette proximité latine avec l'Italie. Et il y a, on imagine, quelque chose de possible avec l'Italie. Il se trouve que par ailleurs, mais là je finis par dévoiler trop de choses sur le contenu du roman lui-même, il se trouve que par ailleurs, au départ, les relations entre Mussolini et Hitler n'ont rien de naturel, contrairement à ce qu'on voit nous depuis notre fenêtre de 2024, encore une fois. Mussolini déteste Hitler, humainement, personnellement, et puis par ailleurs, même si les idéologies nous paraissent très proches aujourd'hui, en réalité, à l'époque, l'idéologie fasciste, elle se réclame de Rome, alors que l'idéologie nazie, elle se réclame des barbares. Donc entre les deux, comme je le dis quelque part dans le roman, il y a le limès. Voilà, donc ça c'est le contexte de cette conférence, et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est par différentes strates successives. D'abord, je dois dire, pour être tout à fait honnête, que la première envie derrière ce roman, ce n'est pas une envie d'histoire, mais c'est une envie de géographie. C'est-à-dire que je me suis rendu à Stresa, sur le lac Majeur, sur les lacs italiens, les lacs suisses. Bon, voilà, j'ai fait un très beau voyage, vraiment qui m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé ces endroits. J'aime toujours beaucoup ces endroits. Et j'ai eu envie d'écrire une histoire qui se passait là. Il se trouve que par ailleurs, j'avais cet intérêt pour la diplomatie, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait eu cette période historique de la diplomatie des lacs, donc qui avait concerné directement cette zone. Et puis j'avais travaillé, comme je l'ai dit, sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà, tout ça m'a conduit à m'intéresser à cette période de l'entre-deux-guerres en me disant, après tout, il y a énormément de fiction, de romans, de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Il commence à y en avoir beaucoup aussi sur la Première Guerre mondiale. Et entre les deux, ben, on connaît mal. On connaît mal. Et donc, j'ai voulu voilà, parler de cette période et essayer de comprendre les enjeux, ce qu'il s'y passait. Alors bon, après, il y avait la conférence de Locarno. Locarno, c'est en 1925. C'est à une époque où on peut encore espérer une paix possible. 1935, en revanche, là, on est déjà
dans le dur, si j'ose dire. On approche de la guerre. Et donc, il y a cette tension tragique que donne la proximité du désastre qui m'a paru plus propice, disons, à l'écriture romanesque. Et voilà comment je suis arrivé à Stresa. Alors, j'aimerais qu'on parle justement de cette manière de composer finalement, comment Mussolini a composé cette convocation, puisque aujourd'hui, ça paraît totalement démentiel de voir un chef d'État convoquer des diplomates finalement. En principe, d'autres chefs d'État, ou en tout cas des hommes de pouvoir bien plus importants que ceux qui peuvent y être décrits comme des diplomates, ne seraient pas attablés à la même table qu'Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine. Est-ce que justement, est-ce que c'est une exception finalement, cette conférence de Stresa? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Mussolini pour convoquer ces pays et ces hommes-là? Est-ce que c'est lui finalement qui a eu ce choix-là? Comment ça s'est composé? Comment ça s'est matérialisé? On a du mal à imaginer des diplomates aujourd'hui être à la même table que les grands dirigeants du pays pour tenter de résoudre le conflit ukrainien, russo-ukrainien, par exemple. Mhm. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, bon, disons que les chefs d'État parlent aux chefs d'État, les ministres aux ministres et les diplomates aux diplomates. Et je pense que cette rencontre, elle s'est construite comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une initiative, une invitation, plus qu'une convocation au départ de Mussolini, mais cette invitation, elle est à la fois le résultat de pourparlers qui avaient lieu entre les diplomates, entre les ministres en amont, et ce qui a permis d'organiser la conférence, c'est aussi des contacts aux différents niveaux. Après, c'est vrai que le jour de la conférence, ce sont les chefs d'État, enfin, disons les chefs de gouvernement qui sont autour de la table et avec quelques diplomates de haut rang, mais pas les diplomates de second rang. C'est-à-dire que les diplomates de second rang, tels que le protagoniste de mon roman, Pierre-Marie, eux, ils sont dans l'antichambre, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être appelés au cas par cas, pour apporter des conseils, etc. Mais on est vraiment sur une réunion de chefs d'État, l'équivalent de ce que serait aujourd'hui un G7 ou des conférences de ce type-là. Euh, voilà, en tout cas, cette conférence de Stresa, elle s'est construite comme ça. Bon, là où le contexte est différent par rapport à aujourd'hui, c'est que même s'il y avait la Société des Nations, comment dire, les relations diplomatiques étaient beaucoup moins réglées, organisées, comment dire, euh, formalisées qu'elles ne le sont aujourd'hui avec l'Organisation des Nations Unies, les différentes composantes des Nations Unies, les différentes organisations régionales type Union européenne, Organisation de l'Unité de l'Afrique, etc. À l'époque, il y avait la SDN, on découvrait un peu la diplomatie multilatérale, mais la diplomatie restait très largement bilatérale et au niveau des chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, etc. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds très précisément à votre question. Je n'ai pas non plus la prétention d'être un spécialiste des relations internationales, ni du fonctionnement de la diplomatie, et encore moins de ces époques-là. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors justement, sur la documentation, sur le matériau que vous avez utilisé, on voit que la conférence de Stresa est retranscrite en fin d'ouvrage, euh, et on en parlera juste après parce qu'elle est quand même particulièrement, comment dire, froide, tiède. C'est le moins qu'on puisse dire, mais j'aimerais que vous nous parliez de la matière que vous avez inventée finalement dans ce roman. Alors, il y a évidemment l'histoire d'amour dont on parlera tout à l'heure avec Pierre-Marie, mais au-delà de ça, quelle est la matière romanesque? Tout le décor est évidemment véritable. Il y a des diplomates que, en tout cas, j'ai pas réussi à trouver leur nom sur Internet, notamment Fagini. Massigli peut-être, enfin qui s'appelle pas Sigli dans le roman. Passigli, oui, c'est ça, Passigli. Alors voilà, est-ce qu'il y a aussi de l'invention dans le creux historique de cette conférence? Parce que finalement, excepté ce document de fin, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a des témoignages particuliers? Est-ce qu'on a une matière qui vous a permis de travailler dessus? Ou finalement, vous êtes parti d'un vide quasi total?
Non, il y a beaucoup de matière. Je suis désolé, là, je me suis penché parce que je devais brancher mon PC, sinon je risquais de l'interruption. Pardon. Donc, il y a beaucoup de matière. Alors, pour répondre à votre question sur la construction, et puis après je vais répondre sur la documentation. En fait, il y a trois sortes de personnages dans le roman. Il y a des personnages entre guillemets réels qui apparaissent sous leur vrai nom. Je serais tenté de dire qu'ils sont derrière vous. C'est-à-dire que sur la photo qui est en couverture du roman, on aperçoit Pierre Laval, donc le ministre des Affaires étrangères de la France à la conférence de Stresa, qui est la personne moustachue là, sur la couverture avec la canne. Derrière Laval, vous avez Pierre-Étienne Flandin, qui est le Premier ministre, qu'on appelait à l'époque président du Conseil. Et puis on aperçoit à peine sa moustache derrière votre nuque. Il y a un personnage dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui s'appelle Alexis Léger dans le roman. C'est son vrai nom, mais c'est pas le nom sous lequel on le connaît, puisque le nom sous lequel on le connaît, c'est Saint John Perse, qui est Nobel de littérature. Alors derrière vous, il y a aussi un personnage. J'avoue mon comment dire, j'ai pas eu l'occasion d'en parler vraiment avec enfin, mon éditrice au Rocher, etc. Mais il y a un personnage, d'emblée, on pense que c'est Mussolini, celui qui est au premier plan. En réalité, je n'en suis pas sûr du tout. Pour moi, c'est un milicien fasciste qui accompagne là la délégation française qui est en train d'arriver. Mais Mussolini, me semble-t-il, en 1935, à la conférence de Stresa, il est un peu moins fort que ça, il est un peu plus fin. Et puis surtout, il est plutôt en costume de ville et pas en uniforme comme ça fasciste. Donc je ne crois pas, mais je ne demande qu'à être détrompé, que ce soit Mussolini qui est au premier plan de la couverture. Bref, c'est pas le sujet. Donc, il y a des personnages comme ça qui apparaissent sous leur nom et au sujet desquels j'ai essayé d'être le plus véridique possible. Donc, pour ça, j'ai lu des biographies, hein, la biographie de Mussolini par Pierre Milza, la biographie de Laval, la biographie de Saint-John Perse, etc. Ensuite, il y a un deuxième cercle de personnages qui sont directement inspirés par des personnages réels, mais pour lesquels j'ai voulu m'affranchir de la réalité biographique des personnages. Et donc ceux-là, je les ai renommés, mais je les ai renommés avec un nom transparent qui permet de les identifier. Donc Massigli, qui était un grand diplomate français de l'époque, qui a ensuite été du côté de la France libre pendant la guerre, s'appelle Passigli dans le roman, justement parce que je lui fais jouer son rôle. Il a bien le titre qui était le sien à la conférence de Stresa. En revanche, je m'abstrais complètement de l'homme privé qu'il pouvait être. Donc il y a un certain nombre de personnages comme ça qui sont inspirés par des personnages réels, mais renommés parce que s'éloignant sur le plan du personnage privé qu'il pouvait être. Et puis il y a un troisième cercle de personnages qui sont les principaux protagonistes du roman et qui, eux, sont des personnages totalement fictifs. Donc Pierre-Marie Franceschi, qui est le héros du roman, est un personnage totalement fictif. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Ensuite, pour ce qui est de ma documentation, alors bon, j'ai beaucoup utilisé ce qu'on appelle chez les historiens, chez les universitaires, des sources secondaires, hein, c'est-à-dire des textes écrits par des historiens principalement, soit des biographies, donc comme je l'ai dit, soit des livres d'histoire sur l'histoire des relations internationales pendant cette période-là. Il y a notamment un historien des relations internationales qui est très célèbre et qui est un peu le spécialiste pour cette époque-là, même si maintenant il est un peu ancien, c'est Jean-Baptiste Durosel qui a écrit l'histoire de la diplomatie dans ces années-là. Donc j'ai aussi lu comment dire, la grande somme sur la diplomatie de Kissinger, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis un certain nombre de livres comme cela. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup utilisé la presse de l'époque, soit que j'ai trouvé en bibliothèque, notamment dans le cadre de mes fonctions à Saint-Denis, soit que j'ai acheté chez des libraires spécialistes. Et ça permet vraiment de toucher l'époque, évidemment, beaucoup plus que ne peut le faire un livre d'histoire. Après, j'ai tout simplement lu de la littérature, hein, la littérature de ce temps-là, qui traduit l'esprit de l'époque, donc du Giono, du Céline, du Brasilac, du Rebatté, du Aragon, etc.
Et enfin, je suis aussi allé travailler aux archives diplomatiques pour consulter ce que je pouvais trouver vraiment plus spécifiquement sur la conférence de Stresa. Mais bon, moi, je n'ai pas fait un travail d'historien, ça, je veux insister là-dessus. Donc, même si j'ai été amené à consulter des sources primaires, donc aux archives diplomatiques, l'essentiel de mon travail, il a porté sur des sources secondaires et donc vraiment je me suis appuyé sur le travail des historiens pour voilà, me représenter l'époque. Je dirais aussi que ce qui m'a beaucoup nourri, c'est le musée des années 30 à Boulogne, qui est un joli musée comment dire, qui expose à la fois l'art et puis les arts décoratifs de cette période-là, et qui permet là aussi de se plonger dans l'époque. Alors, peut-être pas de travail d'historien, mais quand même, il y a des thèses avancées, il y a des propos, notamment, je reviens sur la comparaison entre le fascisme et le nazisme, qui est extrêmement éclairante. Et là, je vais vous citer parce qu'il y a un passage, page 65, qui est, à mon sens, extrêmement intelligent et bien amené. Je vous lis. Le fascisme lui-même se présente-t-il seulement comme une idéologie guerrière? Certes, il y a les terres irrédentes, l'héroïsme, les conquêtes en Afrique, l'idéal romain. Et pourtant, le fascisme est d'une idéologie populaire, on le lui reproche assez. Or, la guerre n'est pas populaire. Le fascisme est une idéologie de père de famille, je veux dire une idéologie de la terre et des morts, de la préférence de soi, du repli sur sa nation, son pays, son domaine, une idéologie de la guerre défensive en somme, pas de la conquête. Et je descends plus bas, le fascisme est jouisseur, romain, paillard, le nazisme est froid, barbare et puritain. D'ailleurs, le nazisme lui-même ne veut la conquête que par excès d'orgueil. Pensez aux termes employés, l'espace vital. Ça n'est pas la volonté romaine ou bonapartiste d'étendre un système de valeurs, une civilisation, mais le désir petit, bourgeois, de faire prospérer son coin de jardin. Il y a des passages qui sont d'une acuité extrêmement forte, à la fois historique et en même temps romanesque aussi, parce que vous tissez finalement l'histoire qui est en train de se créer, l'histoire qui arrive, l'histoire qu'on n'aime pas voir se déployer finalement. On a, on sait, on connaît la fin de cette histoire, on sait à quel point cette conférence, qui ne découlera sur rien, va avoir des impacts. Mais finalement, on se laisse prendre au jeu et on espère quand même. C'est ça qui est fort, c'est que on espère qu'il va il y avoir une solution dans cette conférence de Stresa. Mais sur ce dilemme entre fascisme et nazisme que je trouve que vous utilisez à la perfection, qu'est-ce que vous vouliez finalement déconstruire? Parce qu'on a l'impression que c'est aussi un roman sur la déconstruction de certaines idées préconçues. Ah ben, je vous remercie de le dire parce que pour le coup, vous m'avez très bien compris et vous m'avez très bien lu. Effectivement, il y a une grande arrogance du présent. Quand je dis du présent, c'est pas de notre présent à nous, mais c'est de tous les présents de tous les temps. C'est-à-dire que nous, on est là, on est vivant et on a raison contre ceux qui sont morts et puis on a aussi raison contre ceux qui viendront plus tard, qui sont de toute façon nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, donc que par définition, nous dominons. Or, cette arrogance du présent, évidemment, nous aveugle complètement. C'est-à-dire que on pense que nous, en 1935, on aurait très bien su faire. Mais on aurait tellement mal su faire qu'on voit bien comment on sait mal faire avec ce qui se passe en Ukraine ou en Israël. En réalité, on est plongé dans la glu du présent. On n'est pas un historien qui regarde à distance et qui a toutes les données en main un peu comme un juge qui a son dossier d'instruction et qui peut juger sereinement des choses avec toute la distance critique qu'il faut. Voilà, on est dans la glu du présent et quand il s'agit de prendre des décisions pour aujourd'hui, on est beaucoup plus embarrassé que quand il s'agit de les prendre pour 1935. Il y a ce mot, je crois, de Pierre Dac, qui est de dire, je ne vais pas le retrouver là tout de suite, mais les prédictions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Voilà, c'est ça. Quand elles concernent le passé, elles sont plus faciles. Donc voilà, moi c'est exactement ça que j'ai voulu déconstruire, c'est de dire ne jugeons pas de ce qui s'est passé en 1935 à l'aune de ce que nous en connaissons aujourd'hui, mais essayons au contraire de nous placer
dans l'époque, avec les différents points de vue en présence et essayons de nous y perdre. Il y a un éditeur à qui j'ai proposé le roman, qui l'a décliné et qui l'a décliné pour cette raison. Il m'a dit, au fond, dans ce roman, vous n'avez pas de point de vue. Mais au fond, c'est ce que j'ai voulu faire. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une somme de points de vue qui s'entrechoquent et moi, je n'ai pas cherché à en avoir un. Et en réalité, je vous invite à lire justement les travaux des historiens, Jean-Baptiste Durosel, etc. C'est très compliqué d'avoir un point de vue sur cette époque. On est, enfin, en tout cas, sur ces relations internationales, la manière dont elles étaient réglées, etc. C'est un monde qui est très juridique. J'essaie de l'illustrer à un moment donné dans une scène où chaque mot compte, où on se bat pendant des heures sur le choix d'un mot plutôt que d'un autre. Et vu de l'extérieur, ça paraît un peu ridicule, mais au fond, c'est ça le jeu de la diplomatie. C'est un jeu de droit. Et effectivement, entre comment dire la réalité des relations internationales et la diplomatie, il y a le même écart que celui qu'il peut y avoir entre la morale et le droit. On aimerait bien parfois que le droit soit un peu plus moral, en tout cas conduise à des décisions qui nous paraissent plus morales que ce qu'elles ne sont parfois. Mais au fond, le droit, c'est la seule façon qu'on a trouvé de rendre réelle, effective la morale humaine. Et donc, dans la diplomatie, ce sont des choses de cet ordre-là qui se jouent. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de déconstruire, effectivement, c'est les idées toutes faites qu'on peut avoir sur le thème, mais nous, on aurait fait autrement et on aurait mieux su faire. Non, on n'aurait pas mieux su faire parce que nous, aujourd'hui, on ne sait pas mieux faire. Et c'est ça. Alors, pour autant, il y a quand même des personnages qui, d'une certaine façon, qui ont le point de vue du présent dans ce roman. Hein. Si on pense au personnage de Île Dufresne, qui dit, mais la seule chose qu'il faut faire, c'est construire des chars et des avions, parler le langage de la force. Oui, c'est sans doute ce qu'il fallait faire, mais c'est ce qu'il fallait faire avec 1,5 million de morts derrière nous. Et tous les jours, dans la rue, des estropiés qu'on croisait, des gueules cassées, des veuves, des orphelins, etc. C'était moins facile de parler le langage de la force dans ces conditions-là. Et c'est aussi un roman sur la séduction du Duce, finalement. Il y a un passage extrêmement fin aussi sur cela, et je vais encore vous citer. Quand je cite les auteurs, c'est plutôt bon signe. Euh, il y avait dans le lien que le leader avait tissé avec le peuple italien une telle part de séduction, mêlée de violence, que chacune de leurs rencontres était bel et bien de l'ordre du coït, un acte d'amour qui épuise dans la violence son inaptitude à se satisfaire. Je trouve que vous saisissez totalement l'idée du fascisme, l'idée, comment dire, la manière dont Mussolini s'est emparé du cœur des Italiens, s'est emparé de la passion italienne qui en avait besoin à ce moment-là, clairement. Mais je trouve que votre manière de l'expliquer et votre manière littéraire de l'expliquer, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est un livre extrêmement bien écrit. Et j'aimerais vraiment que vous en écriviez plus souvent, Julien. Mais pour le coup, je trouve que c'est aussi un livre politique dans le sens noble du terme, parce qu'en effet, il n'y a pas de point de vue, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait perdu en sens et en valeur si vous n'aviez pas laissé toute la place à tous ces acteurs-là finalement qui s'entrechoquent, tous ces avis qui s'entrechoquent. Mais j'aimerais que vous nous parliez aussi de ça, de cette volonté de, de placer ces phrases, de les insérer pour aussi montrer l'envers du décor. C'est encore un état d'esprit de déconstruction là aussi, mais c'est aussi, je trouve que c'est un gros effort historique que vous faites pour mieux comprendre aussi ce qui se passait dans ces années-là. Je ne suis pas sûr d'avoir cerné la question dans le commentaire, mais je, oui, c'est sûr que j'ai cherché à comprendre l'état d'esprit de l'époque et j'ai cherché à le faire, enfin, euh, à la fois, c'est important de se déterritorialiser et de ne pas chercher à calquer sur 1935 notre façon de penser de 2024. Et donc ça, c'est vraiment, ça m'a habité dans l'écriture de ce roman.
Mais pour autant, et c'est là toute la difficulté, ça n'a pas d'intérêt d'écrire sur 1935 si ça ne nous dit pas quelque chose de notre présent. Je dis pas qu'on sort de la lecture de ce roman avec des clés toutes prêtes pour savoir ce qu'il faut faire en Ukraine ou ailleurs, mais en tout cas, si l'histoire sert à quelque chose, ça doit quand même être à nous éclairer. Alors, pour autant, je ne crois pas qu'on puisse tirer de leçons de l'histoire, parce que chaque situation est nouvelle et se pose en des termes nouveaux. Mais, euh, mais malgré tout, c'est quand même important, oui, voilà, de savoir ce qui s'est passé pour non pas éviter de le reproduire, parce que je crois pas que les choses soient aussi mécaniques que ça. Mais voilà, si quelque chose doit nous sauver, c'est quand même bien la culture et le langage, comme vous disiez, et l'écriture. Je mélange un peu les choses là, pardon, mais voilà. Donc j'ai essayé à la fois de me plonger dans l'esprit de l'époque et puis en même temps d'essayer de voir ce que cette époque de 1935 avait à nous dire euh, pour aujourd'hui. Typiquement sur la question du fascisme, aujourd'hui, on a beau jeu de combattre le Rassemblement national comme un mouvement fasciste. Bon, en réalité, si on s'en tient à la définition historique du fascisme, le Rassemblement national est assez loin de vérifier les différentes conditions d'un mouvement fasciste. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas un mouvement qui relève de l'extrême droite, qu'il faut pas le combattre selon ce qu'on pense, mais je veux dire, ça n'est pas se donner les bonnes armes pour le combattre que de le considérer comme fasciste. Hein, comme disait Camus, mais bon, pardon, elle est très souvent citée, cette citation, mais mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc voilà, essayer de comprendre ce que c'était que le fascisme en 1930, c'est aussi une façon de s'interroger sur les nouvelles modalités de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, comme l'extrême gauche et comme tous les mouvements politiques, elle évolue en fonction de ce qui se passe dans l'histoire, justement. Et l'histoire se passe. C'est-à-dire qu'en 2024, on ne peut pas faire semblant que le XXe siècle n'a pas eu lieu. Donc le XXe siècle a eu lieu et j'essaie de raconter une petite partie, enfin 3 jours, 5 jours du XXe siècle. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que tous ces pays, finalement, ont un objectif commun, c'est la paix. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas la même, et vous écrivez qu'ils n'ont pas réussi à trouver de compromis. J'aimerais qu'on parle aussi de l'absence de consensus lors de cette conférence, puisque ce qui est cité à la fin de l'ouvrage est plutôt surprenant. Je ne sais pas comment vous l'avez aussi interprété, vous, en tant qu'homme, en tant qu'auteur. Comment vous avez vécu cette fin de conférence, l'absence de consensus finalement? On dit souvent que la meilleure arme, c'est l'attaque. Certains disent peut-être la défense. Là, pour le coup, on était totalement en défense. Personne n'a voulu finalement euh, lancer la première salve. Est-ce que vous comprenez finalement, dans cette époque-là, je sais que c'est difficile, on vient d'en parler, c'est difficile de juger a posteriori, mais comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez senti que en y écrivant dessus et en passant beaucoup de temps sur le sujet, est-ce que vous avez évolué sur la chose? Alors sur le moment, les protagonistes ne l'ont pas vécu comme un échec, hein, cette conférence, et ne Oui. l'ont pas vécu comme une absence de consensus. On a cru qu'un consensus était trouvé. Alors c'est vrai que quand on lit le communiqué final de la conférence que je donne effectivement à la fin de mon roman, euh, quand on lit ça de l'extérieur, c'est-à-dire quand on n'est pas diplomate d'une part et quand on n'est pas de 1935 d'autre part, c'est vrai qu'on trouve ce texte presque incompréhensible, extrêmement alambiqué et vraiment pas du tout de nature d'être à la hauteur des événements. Mais à l'époque, on est sorti de là en pensant que le consensus était trouvé. On a appelé ça le front de Stresa. Il paraît, si j'en crois les historiens, que ce front de Stresa a réellement inquiété l'Allemagne, a réellement inquiété Hitler, que d'ailleurs Hitler a essayé de brouiller les pistes en tentant des approches d'un côté et d'autre. J'en parle un peu dans le roman. Donc malgré tout, ce front de Stresa, il a existé, hein, mais il a très vite périclité.
Il a très vite périclité parce que l'Angleterre a signé un accord naval avec l'Allemagne et parce que il y avait une trop forte rivalité entre l'Italie et la Grande-Bretagne aussi du côté de l'Éthiopie. Donc voilà, les raisons pour lesquelles l'accord a volé en éclats et que le consensus ne s'est pas maintenu, plutôt qu'il n'a pas été trouvé, euh, c'est un peu les raisons que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait trop à la fois d'intérêts antagonistes et trop euh, de méfiance réciproque. On parle d'une époque où, évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais on parle d'une époque où l'Union européenne n'existait pas et où chaque nation était face à face avec ses voisines et ses interlocutrices, comme aujourd'hui, chaque individu est face à face avec un autre individu. On ne sait jamais ce qu'il y a, on ne sait jamais complètement ce qu'il y a au fond de notre interlocuteur, de quelqu'un qu'on rencontre, même des personnes proches. C'est un peu le sujet de mon premier roman, Vieilleur de Constantin Hérode. Et il y a toujours un fond d'inconnaissable dans l'autre. Et c'est la même chose au niveau des relations internationales. Il y a toujours un fond d'inconnaissable dans la nation qui vous fait face. Alors, l'Union européenne ne supprime pas ça, mais elle permet quand même largement de l'atténuer, de le réduire. Mais à l'époque, voilà, les nations étaient plongées dans le grand bain, comme un individu est plongé dans la foule, et essayaient à la fois soigner leurs intérêts et en même temps est émue par des valeurs. La France est émue par des valeurs républicaines au sens où on les entendait en 1935, c'est-à-dire quand même pas du tout comme on les entend aujourd'hui, hein, par exemple sur la question coloniale, sur la question de l'inégalité, etc. La Grande-Bretagne est émue par des valeurs, disons, libérales, démocratiques, et puis l'Italie est émue par des valeurs fascistes. Et, euh, et voilà, alors il y a un livre qui est sorti récemment, qui a été écrit par l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, euh, qui s'appelle Nous étions seuls, qui parle des années 30, hein, qui est une histoire des relations internationales dans les années 30, et qui est extrêmement sévère pour la position des Britanniques. En réalité, mais bon, il n'est pas le seul à dire ça, hein, mais c'est vrai que les Britanniques bon, se sont rachetés certainement à partir de 1940 en étant le dernier rempart, mais avaient quand même largement savonné la planche de la paix pendant toutes les années 20 et toutes les années 30. C'est-à-dire que les Britanniques ont signé, ils l'ont signé, un traité, le traité de Versailles en 1919, qu'ils n'ont eu de cesse que de déconstruire à partir de 1919. Ils n'y ont jamais cru dans ce traité. Et donc, ils ne l'ont pas défendu. Et la France était bien seule à le défendre. Alors, c'était un traité imparfait, mais c'est facile de dire ça, encore une fois, en 2024. C'était un traité imparfait qui était construit sur 10 millions de morts. Voilà. Et donc, il y avait des pays vainqueurs et des pays vaincus. Et à l'ancienne, les pays vainqueurs ont voulu imposer leur paix aux pays vaincus. Bon, ça n'a pas marché, mais si ça n'a pas marché, la Grande-Bretagne, il y a quand même une responsabilité assez forte. Les États-Unis, qui n'ont pas signé hein, le traité de Versailles, et puis la Grande-Bretagne. Voilà, ça ne dédouane pas ni la France et encore moins l'Italie et l'Allemagne, hein, mais bon, voilà, ce rôle des Britanniques dans l'entre-deux-guerres est quand même à interroger là, sur le plan des relations internationales. Alors, on va prendre une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude, et ensuite vous nous lirez un passage, Julien, du livre. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. C'est à vous, Julien, pour un premier extrait. Oui. Marie de Chambrun était déroutante. Née sous les meilleures étoiles, elle affectait une forme de bonhomie familière et de décontraction qui surprenait ceux qui ne la connaissaient pas. Petite et courtaude, elle mettait à profit ce physique ingrat pour passer pour ce qu'elle n'était pas. Derrière cette façade un brin gouailleuse se cachait une interlocutrice très fine, d'une grande culture, écrivain à ses heures. Très au fait des usages de l'aristocratie européenne et des chancelleries, elle remplissait son rôle d'ambassadrice avec une curiosité sans cesse renouvelée. Il se disait même que sa sûreté d'analyse dans les affaires européennes n'avait rien à envier à celle de son mari. Âgée de près de 60 ans,
Elle, promenée dans les salons de Rome et les grandes villes d'Italie, son pas alerte et son sourire communicatif. Elle dansait un piètre tango, tout engoncé de son embonpoint de femme mûre. Merci. Alors justement, j'aimerais qu'on rebondisse aussi sur cette histoire d'intimité, d'histoire d'amour entre Pierre-Marie Franceschi et celle qu'on nomme Marlène Esther. Évidemment, c'est aussi quelque chose qui marque le roman. Vous avez voulu intégrer une part de, comment dire, d'intime, de romanesque avec cette histoire-là. Justement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire finalement? Vous auriez très bien pu vous en passer et rester uniquement sur la conférence de Stresa. Qu'est-ce que vous vouliez aussi mettre en avant par rapport à cette histoire-là entre ces deux individus qui n'ont pas existé? Il ne me semble pas que Marlène Esther ait existé. Vous me direz, mais je ne crois pas. Euh, Non. voilà. Euh, pour le coup, qu'est-ce qu'il y avait derrière comme envie, comme intention de l'auteur? Alors, cette histoire d'amour m'a été reprochée par certains critiques. Euh, J'en suis le premier surpris parce qu'il me semble que quand on ouvre un roman, c'est qu'on cherche quand même l'histoire de personnes avant tout. Pour moi, l'art du roman, c'est vraiment la mise en scène d'individus et de leurs relations et de ce qu'ils ressentent et de leurs passions et de leurs échecs, de leurs réussites aussi, de leurs victoires, etc. Et au fond, c'est ça, c'est-à-dire que le protagoniste du roman, c'est un diplomate qui participe à cette conférence, mais c'est avant tout un homme qui est plongé dans le réel et qui interagit avec le réel. Et pour moi, elle est pas du tout anecdotique, cette histoire d'amour. Elle est au contraire là pour illustrer de la manière la plus concrète possible la façon dont nous vivons dans l'histoire. C'est-à-dire que le personnage, il est plongé dans un événement historique important. C'est une conférence diplomatique qui associe des chefs de gouvernement, on l'a dit, des chefs de gouvernement qu'aujourd'hui, en 2024, on connaît toujours beaucoup, et pas en bien, en tout cas pour certains d'entre eux. Et voilà, et puis cette conférence diplomatique, il se trouve qu'elle a un rôle à jouer dans une suite d'événements qui vont conduire à la plus grave boucherie de l'histoire humaine. Donc voilà, on est dans un moment historique fort. Or, on ne vit pas dans l'histoire. On ne vit pas dans l'histoire parce que l'histoire, le mot lui-même dit suffisamment ce qu'il veut dire. L'histoire, c'est un récit écrit a posteriori par les historiens. Donc nous, on ne vit pas dans un récit écrit. On vit dans un marécage, c'est dit à un moment donné dans le roman, le marécage du possible. À tout moment, tout peut arriver. Alors, c'est un peu comme dans le jeu des probabilités. Quand vous faites des probabilités en maths, la probabilité de tirer 6 fois le chiffre 6 avec un dé, elle est très très faible. Mais malgré tout, une fois que vous l'avez tiré 5 fois, à la sixième fois, vous avez une chance sur 6 de tirer le 6. Je ne sais pas si c'est très clair, ce n'est clair que pour les gens qui ont fait un peu de maths et de probabilité, mais voilà, c'est-à-dire que chaque tirage de dés n'a aucune influence sur le tirage de dés suivant. Pour autant, le jeu des probabilités fait que si on doit prévoir ce qui va se passer dans une série de 6 jets de dés, eh bien, la probabilité de tirer 6 fois le chiffre 6, elle est de 1 sixième puissance 6. Je vous passe les détails. Euh, voilà, et donc l'histoire, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, vu a posteriori, on peut reconstruire des chaînes de causalité. Et ces chaînes de causalité, les historiens ne les inventent pas. Elles ont effectivement existé. N'empêche que, à l'instant T, tout peut arriver. C'est-à-dire que si l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, n'avait pas été assassiné à Sarajevo, est-ce que la Première Guerre mondiale aurait eu lieu? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et donc c'est ça, voilà. C'est que en réalité, à tout moment, tout peut arriver. Nous, notre vie, c'est ça, et on est sans cesse percuté par des choses qui vont euh, contrarier la ligne toute droite que peut-être on s'était tracée. Et c'est ce qui va arriver à Pierre-Marie. Pierre-Marie, il est là pour participer à une conférence diplomatique et il va être percuté par cette rencontre avec Marlène.
c'est une histoire amoureuse que je raconte, j'aurais pu raconter une autre histoire. Ce qui était important, c'était que le protagoniste principal soit percuté par le réel et qu'il ne puisse pas être totalement à son affaire, à cette conférence. Voilà. Très bien, très bien. Et ça a le mérite d'être dit parce qu'en effet, j'ai vu aussi certaines critiques sur cette histoire d'amour. Euh, J'aimerais aussi qu'on parle de cette époque, finalement, où cette époque, on n'en a pas encore parlé, mais c'est l'antisémitisme. Clairement, il y a beaucoup de passages sur cette époque-là où cet antisémitisme était totalement décomplexé, en France et ailleurs, mais notamment en France. Quand on a Pierre Laval sur le devant de la scène, forcément, il y a aussi question d'antisémitisme, mais c'est aussi une manière euh, extrêmement contemporaine finalement, où on voit que ce phénomène existe toujours et continue de persister. Pour le coup, je trouve que ce livre-là, il est au-delà de 1935 et que on parlait du côté contemporain du roman tout à l'heure, mais il est au-delà de contemporain, il est un petit peu l'avant, le présent et l'après finalement. Comment vous avez jouer sur les époques. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, mais je suis en train d'écrire finalement sur mon présent, sur le présent de nos sociétés, est-ce que ça correspond finalement au passé? Est-ce que notre angle, nos points de vue peuvent être séparés ou au contraire totalement être convergents? Est-ce que vous vous êtes posé la question en tant qu'auteur de la puissance du passé, du présent et du futur? Est-ce que vous vous êtes dit, rien n'évolue finalement. Tout est encore là, tout est toujours là. En tout cas, les choses les plus négatives sont toujours là. Ce que je crois, c'est que au fond, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais ce que je crois, c'est qu'au fond, le vieux fond humain persiste. Hein. C'est-à-dire que l'Homo sapiens sapiens de 2024, il est grosso modo, alors bon, moi je fais pas de biologie, hein, mais il est grosso modo le même que celui d'il y a 100 000 ans. Euh, L'être humain en tant qu'espèce n'a pas évolué. Donc, ou peu à la marge, mais en fait, en réalité, tout le jeu de la civilisation, c'est de stopper l'évolution. Hein, parce que quand on est effectivement à chasser le mammouth dans la forêt, on continue d'évoluer parce que c'est celui qui est le plus fort et qui sera le plus capable de tuer le mammouth qui va pouvoir ensuite se reproduire, etc. Enfin, darwinisme de café du commerce, mais voilà. Mais aujourd'hui, dans la civilisation telle qu'elle est, où fort heureusement on a un niveau de développement, et notamment de développement de la médecine, de l'hygiène très développé, et, ben, on fait en sorte, au contraire, de sauver les faibles, de soigner les faibles et de permettre aux faibles quand je dis aux faibles, le terme est impropre, pas juste, etc., mais voilà, aux gens qui sont plus affectés par les maladies, le handicap, que sais-je, on leur permet de mener une vie la plus normale possible. Et plus on avancera dans le temps et dans le progrès, et on imagine que plus ce sera le cas. Et donc, tout le jeu de la civilisation et du progrès, c'est de gommer les facteurs de l'évolution de l'espèce. Donc, l'espèce humaine n'évolue plus, en tout cas de moins en moins. Et donc, elle est toujours mue par les mêmes ressorts. La haine, les pulsions, l'amour aussi, l'enthousiasme, la coopération, la rivalité, etc. Et donc, au fond, même si, pour parler avec Marx, la structure évolue, la superstructure, l'infrastructure, etc., l'espèce humaine, elle n'évolue pas ou peu. Et donc, à chaque époque, on voit ressurgir les mêmes passions. Et donc, l'antisémitisme en est une. Alors après, on pourrait discuter, est-ce que l'antisémitisme de 2024 est le même que celui de 1935? Je pense que d'ailleurs, en 1935, alors je ne sais pas si c'est très subtil ou très juste de les distinguer, parce que c'est aller dans une voie dangereuse, mais j'ai quand même le sentiment qu'en 1935, il y a un antisémitisme culturel qui est celui des personnages du roman et qui est très largement partagé. Cet antisémitisme culturel, il est lui-même pris dans un substrat plus large qui est celui
d'un racisme radical de la société, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que dans les années 30, c'est aussi les années où on expose des Noirs aux zoos, hein. C'est c'est l'apogée de l'empire colonial. C'est un moment donné où effectivement l'occidental blanc vivant dans un pays qui est à la tête d'un empire colonial se vit comme radicalement séparé de l'indigène, comme si c'était pratiquement une autre espèce. Donc on est dans un contexte qui est de toute façon extrêmement raciste et l'antisémitisme en est une composante. Ça, c'est ce que j'appelle l'antisémitisme culturel. Et puis sur cet antisémitisme culturel vient se greffer un antisémitisme militant, qui est celui des nazis et qui va devenir celui du fascisme italien, mais assez tardivement, et qui, pour le coup, va conduire à la catastrophe. Bon, il a été préparé par l'antisémitisme culturel, mais il me semble quand même qu'il y a deux dynamiques là qui sont un peu diverses et que l'une se nourrit de l'autre en réalité. Et donc aujourd'hui, il y a certainement un antisémitisme culturel qui a certainement alors, il y a les vieilles racines de l'antisémitisme des années 30 qui demeurent sans doute, mais qui me paraissent moins largement partagées aujourd'hui. Et puis, il y a certainement un nouvel antisémitisme qui a d'autres racines, mais là aussi, qui peut relever d'une forme d'antisémitisme culturel et puis qui parfois dégénère en antisémitisme militant. Très bien. Alors justement sur cet avenir, dans 50 ans, vous qui êtes un spécialiste, finalement, maintenant vous êtes devenu un spécialiste de cette conférence de Stresa. Est-ce qu'un autre Stresa est possible finalement? On sent que cette conférence-là a été un déclencheur qui n'en est finalement pas un, mais qui est un déclencheur par abstinence, par abstention finalement, a posteriori bien sûr toujours, mais est-ce que vous considérez que d'autres événements comme celui-ci peuvent déclencher une guerre ou en tout cas des événements plutôt explosifs? Comment vous voyez le monde dans 50 ans, en 2074? Alors déjà, est-ce que Stresa peut se reproduire comme je l'ai dit déjà, hein, les événements ne se reproduisent jamais à l'identique parce que par définition, tout est multifactoriel et comme les facteurs ont considérablement évolué entre 1935 et aujourd'hui, euh, les choses de toute façon se passeraient autrement. Il n'empêche que, évidemment, Stresa ne peut que nous interpeller sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Parce que on a beau jeu aujourd'hui de se dire, ben voilà, cette fois-ci, on se laisse pas avoir en Ukraine, on parle le langage de la force, on fournit des armes aux Ukrainiens et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent aller jusqu'à la victoire. Mais ce qu'on oublie là-dedans, c'est que ça fait 10 ans, 15 ans que Poutine, on le laisse faire. C'est-à-dire qu'on l'a laissé prendre la Crimée, qu'on l'a laissé prendre une partie de la Géorgie. Et alors, quand je dis qu'on le laisse faire, à chaque fois, il y a un peu d'agitation assez finalement comparable à celle de Stresa, mais ça fait longtemps qu'on le laisse faire. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, encore une fois, l'arrogance du présent, on se place dans la posture de ceux à qui on ne la fait pas et qui ne réitéreront pas Munich, parce qu'on a parlé d'un certain nombre de conférences, mais on n'a pas encore parlé de Munich. En fait, au fond, aujourd'hui, ce qui obsède la conscience occidentale, c'est Munich. On ne veut plus être munichois. Et donc, on considère que dans le rôle qu'on a joué en Ukraine, il faut certainement pas être munichois. Mais au fond, on l'a déjà été, c'est-à-dire que on a déjà laissé Poutine avancer ses pions, et de la même façon qu'on avait laissé Hitler avancer ses pions. Et puis, au fur et à mesure, il grignote. Il grignote. Alors, je ne veux pas faire de parallèle historique, encore une fois, trop hasardeux. Poutine n'est pas Hitler, la Russie n'est pas l'Allemagne nazie, etc., etc., etc. Mais c'était pour répondre quand même à la question, est-ce que Stresa peut se reproduire? Selon d'autres modalités, pas de la même façon, pas avec les mêmes facteurs, pas avec les mêmes protagonistes, mais d'une certaine façon, Stresa se reproduit sans cesse. Alors oui, Voilà. ma question était sur, pas forcément sur les mêmes thématiques, mais je pense notamment aux conférences sur le climat, par exemple, qui souvent aboutissent à peu de choses de manière concrète. De ces conférences extrêmement puissantes avec de nombreux chefs d'État, ma question était davantage sur ce genre de conférences, sur ce type de conférences
qui souvent aboutit à peu de choses en matière concrète. Est-ce que vous avez aussi un avis sur la, comment dire, sur l'évidence de ces conférences, j'arrive pas à l'exprimer, pas sur la qualité, mais sur la probabilité, j'arrive pas à Euh, trouver le mot, mais vous comprenez peut-être l'idée, mais voilà, l'idée, oui, c'est oui, je comprends. est-ce qu'elles sont utiles, voilà, sur l'utilité, pardon, de ces conférences. Alors, je vais essayer d'élargir un peu avant de répondre à votre question. Aujourd'hui, on vit dans une époque qui est effectivement extrêmement anxiogène, hein, avec le climat, avec la guerre, avec l'évolution un peu folle des technologies, etc. Et donc, on a tendance à porter un regard assez sombre sur le futur. Euh, et je, je ne suis pas d'un tempérament exagérément optimiste pour ma part, mais pour autant, j'ai des enfants et j'ai pas envie de les voir grandir dans un monde de plus en plus sombre. Donc malgré tout, il faut quand même s'efforcer de trouver des raisons d'espérer. Pour répondre à votre question sur ces conférences, moi je suis un libéral. Enfin, quand je dis un libéral, c'est, je veux pas qu'on me jette des tomates, hein. Attention, je parle pas d'un libéral au sens économique, la concurrence, l'entreprise privée, etc. Mais je suis un libéral au sens politique, au sens des Lumières, c'est-à-dire que je crois dans la délibération. Je crois que effectivement nos sociétés n'avanceront que dans l'échange, le débat, la confrontation des points de vue, c'est ce que j'essaie de faire dans mon roman, et puis voilà, l'intelligence collective, ce qu'aujourd'hui on appelle l'intelligence collective. Donc, je crois que ces conférences dont vous parlez, elles peuvent avoir des résultats souvent très décevants, mais on n'a pas trouvé d'autre façon de faire en réalité. C'est, comme disait Churchill, la pire des façons à l'exclusion de toutes les autres. C'est-à-dire que on Ouais, gagne pas grand-chose, mais on gagne un petit quelque chose à chaque fois. Et le pire n'est jamais sûr. Voilà. Churchill disait ça de la démocratie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais pour moi, voilà, ces conférences, elles sont une modalité de la démocratie à l'échelle des relations internationales. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Julien. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, très Oui. bien. Oui. Bonsoir. Je voulais revenir sur le titre. Vous disiez tout à l'heure avoir pensé à d'autres titres auparavant, au-delà des versions aussi. Moi, j'aime beaucoup ce titre-là. Je voulais savoir comment il était venu à vous, si d'ailleurs il est venu à vous. Et puis si, par curiosité, si vous pouviez nous donner aussi les autres titres qui auraient été possibles. Alors, le premier titre, ça, je peux vous le donner, hein, c'est pas un secret. Le roman s'appelait Stresa, dans sa première version, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la pulsion d'écrire était d'abord géographique. Et que donc, voilà, marqué par les lieux, ça me paraissait assez naturel de donner ce nom au roman, qui était aussi à la fois le nom de la ville et le nom de la conférence. Et puis, comme je l'ai dit, ce roman a vraiment beaucoup évolué. Pour moi, c'était important qu'il change de titre, parce qu'on était vraiment dans une deuxième version. Et alors là, j'ai expérimenté toute une série de titres. Ça m'amuserait assez de vous les donner, mais j'ai pas mes notes sous les yeux, là, donc je vous dirai des bêtises. Mais quand même, assez vite, ce titre de La paix paresseuse s'est imposé. Je veux pas vous répondre jusqu'au bout, parce que ça serait révéler quand même un tout petit quelque chose de l'intrigue, donc je vais pas le faire. Mais disons que je trouvais que ce titre, qui est donc fondé historiquement pour une raison que je ne dirai pas, par ailleurs, il dit beaucoup de choses de ce que j'ai voulu dire dans le roman. C'est-à-dire qu'il parle de la paix, qui est l'enjeu de la conférence, il parle de l'échec à travers cet adjectif de paresseux, et dans le même temps, je trouve que la paix paresseuse, si on fait abstraction du contexte historique, ça parle très bien des lacs italiens. Je trouve que ça décrit d'une certaine façon l'ambiance qu'il y a autour de ces lacs. Voilà.
Très bien. Et je pose régulièrement aussi une question sur un auteur méconnu que vous souhaiteriez mettre en avant, un livre ou un auteur méconnu. Et dans un deuxième temps, peut-être nous parler de vos influences littéraires. Vous avez beaucoup parlé d'historiens aussi ce soir et c'est normal. Mais est-ce que, il y a des influences littéraires derrière l'écrivain Julien Donadi? Alors, ceux qui me connaissent bien vont trouver que j'enfonce une porte ouverte, mais tout le monde ne me connaît pas bien, fort heureusement, pour le moment. Euh, donc, l'auteur dont je vais vous parler, qui va répondre aux deux questions à la fois, en réalité, c'est pas un auteur tout neuf, hein, c'est un auteur qui est mort en 1958. Il s'appelle Roger Martin Dugard. C'est un auteur qui est, je le déplore, mais aujourd'hui quand même assez peu connu, sauf vraiment des lecteurs qui aiment la littérature et qui en lisent. C'est un auteur assez peu connu. Il a pourtant eu le prix Nobel de littérature en 1937. Il fait partie des tout premiers auteurs publiés par la NRF et il était très lié à tout le groupe des fondateurs de la NRF et notamment André Gide. C'est un grand ami d'André Gide qui lui a dédié Les Faux Monnayeurs. Et pour moi, c'est une influence littéraire très importante. Je veux dire, si j'ai écrit un roman comme La Paix paresseuse, c'est certainement parce que j'ai lu Roger Martin Dugard. D'ailleurs, dans la façon dont j'ai travaillé sur La Paix paresseuse, Roger Martin Dugard m'a inspiré, notamment dans l'usage de la presse. Parce que dans les Thibaux, en tout cas dans l'été 1914, l'avant-dernière partie des Thibaux, Roger Martin Dugard utilise beaucoup la presse de l'époque, la presse de 1914, et c'est vraiment, il m'a directement inspiré dans cette façon d'utiliser la presse donc la presse de 1935 dans mon roman. Il se trouve que Roger Martin Dugard, il publie les Thibaux dans les années 30, enfin à partir des années 20, et il termine dans les années 30, donc quand même en plein dans la période de Stresa. Et pour finir sur cet auteur qui me tient particulièrement à cœur, il se trouve que je suis en train d'écrire sa biographie et que donc il m'occupe beaucoup en ce moment depuis plusieurs années et pour encore plusieurs années parce que c'est un gros travail et que j'aimerais que ce soit vraiment une biographie de référence. Incroyable coïncidence, puisque je suis allé sur sa tombe il y a une semaine, puisqu'il est À enterré Nice, près de Mathis. Ben voilà, très tout à bien, fait. très bien. Mhm. Alors justement, ma question revient aussi sur ce que vous venez de dire aussi, puisque c'était sur un prochain projet finalement. Est-ce que cette biographie de Martin Dugard finalement, donc, j'imagine, vous occupe grandement et donc la partie romanesque risque d'être forcément mise de côté peut-être. Mais ma question étant sur le fait qu'est-ce que cet épisode historique vous a donné envie d'aller creuser d'autres événements historiques qui vous fascinent, qui vous ont donné envie d'aller creuser dans cette thématique-là finalement. Vous êtes doué clairement pour remplir les creux de l'histoire. Est-ce que il y a quelque chose en vous qui s'est créé finalement sur ce genre d'ouvrage? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais spontanément, la réponse que je serais tenté de vous donner, c'est non. C'est-à-dire que les projets sur lesquels je travaille actuellement sont d'un ordre quand même assez différent de la paix paresseuse. Alors, ce qui est certain, et là je vais vous rejoindre, c'est que l'histoire est pour moi une muse, une inspiratrice permanente. Et que donc tout ce que j'ai écrit, et certainement tout ce que j'écrirai, aura d'une façon ou d'une autre une relation avec l'histoire. Mais selon des modalités qui peuvent être assez différentes de la paix paresseuse. Alors, mon projet actuel, celui sur lequel je travaille, celui que j'écris en ce moment, c'est la biographie de Roger Martin Dugard, qui est en soi un travail d'historien, pour le coup, mais qui n'est pas un travail romanesque. Et donc ça va m'occuper encore pendant pas mal de temps. Euh, Cependant, ça ne va pas m'empêcher je l'espère, de publier des romans, puisque j'ai deux textes qui sont, je dirais pas tout à fait prêts, qu'il faut encore que je relise, que je retravaille, et puis il faut que j'en parle avec mon éditeur. Mais pour moi, j'ai deux romans qui peuvent être publiés là dans les années à venir et qui, justement, j'espère, me permettront de faire un peu le pont avec la publication de la biographie qui, elle, viendra dans un deuxième temps. Ensuite, troisième phase, et donc ces deux romans qui sont en grande partie écrits, hein, ont tous les deux une relation
importante avec l'histoire, mais pour autant, ce sont deux romans qui se passent de nos jours et qui ne sont pas inscrits dans un événement historique passé. Euh, Ensuite, troisième façon de vous répondre, parce que j'ai encore un autre texte pour lequel je cherche un éditeur, là pour le coup en ce moment, qui n'est ni un roman ni une biographie, qui est un essai. En réalité, et là je réponds très directement à votre question, l'écriture de La paix paresseuse m'a conduit très directement à écrire un essai qui est un essai, disons, de réflexion sur notre rapport à l'histoire et qui est fortement inspiré par la lecture à la fois du roman historique, de la littérature historique, de la littérature de l'engagement, de cette littérature des années 30, de Malraux notamment, de Martin Dugard et puis d'auteurs plus contemporains, bien sûr, parce que la question de l'histoire dans la littérature contemporaine elle est très présente de nouveau, comme elle a toujours été d'ailleurs. Et donc, voilà, je suis très attaché à cet essai qui s'appelle Face à l'histoire, que j'espère bien publier et qui répondra en partie aux questions que vous posez. Très bien, très bien. Ben, un sacré programme. Julien, eh bien, est-ce qu'on finirait pas cette rencontre avec un deuxième extrait que vous nous avez Oui, préparé? avec plaisir. Bon, le deuxième extrait va illustrer un petit peu un certain nombre de choses qu'on a dites pendant la rencontre. C'est un dialogue. Mon cher Gabriel, vous autres communistes ne comprendrez jamais rien aux relations internationales parce que vous y mettez partout votre amour du genre humain qui gâte tout. Péry se rengorgea, mais Pierre-Marie ne lui laissa pas le temps de répondre. J'aime l'Italie, oui, bien sûr, et je n'ai pas la même répugnance que toi devant le redressement opéré par Mussolini. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Je suis pragmatique. Nous ne déjouerons pas les menées de Hitler en nous fâchant avec l'Italie et en lui pourvoyant par là même un précieux allié. Comme si les fascistes et les nazis n'étaient pas des alliés congénitaux. Je crois exactement le contraire, mais je ne chercherai pas à te convaincre. PM, intervint Elie. Je ne suis pas communiste, moi. Je ne professe ni la haine démonstrative de l'humanité pour les Italiens, pour les fascistes, le coupa Péry, pas les Italiens. Voilà. Merci. D'ailleurs, Alors on a entendu, les plus curieux d'histoire auront entendu le prénom Gabriel et le nom de famille Péry, qui accolés forment Gabriel Péry, qui est effectivement un protagoniste du roman, qui est un de ces personnages dont j'ai gardé le nom, le prénom et le nom de famille original, et qui est donc cette figure de résistant bien connu, fusillé par les Allemands au Mont-Valérien, si je ne me trompe pas, qui était donc une figure du Parti communiste des années 30, qui était journaliste à l'Humanité, qui était député. Et alors là, j'ai un peu abusé de mon rôle de romancier, c'est-à-dire que je ne sais pas si Gabriel Péry était à Stresa. Gabriel Péry est bien le journaliste qui couvre la conférence de Stresa pour l'Humanité. Hein, donc, vous verrez dans la presse les articles de l'Humanité signés Gabriel Péry. En revanche, je n'ai pas réussi à avoir une preuve qu'il était bien sur place. Donc, moi, je l'ai placé sur place parce que, entre guillemets, ça m'amusait. Et ça m'amusait de le faire discuter avec mes personnages fictifs. Mais je ne crois pas lui faire dire beaucoup de choses qu'il n'aurait pu dire, en tout cas, en tant que Gabriel Péry. c'est aussi, j'ai une dernière question qui me vient, mais parce que vous avez pris un extrait sur un dialogue, mais c'est aussi la force du roman, je trouve, c'est de réinvestir le débat finalement dans la société. On a l'impression qu'aujourd'hui, personne n'arrive à débattre, personne n'arrive à s'écouter, à avoir des opinions divergentes. La porte se ferme très vite. Je trouve que c'est aussi une bonne manière de réinventer le débat dans cette société. Je ne sais pas si c'est quelque chose de conscient ou pas dans votre écriture, Julien, mais j'y ai vu ça. J'y ai vu une réouverture vers le débat. C'est très délibéré, c'est tout à fait volontaire, et c'est d'ailleurs pour ça que j'écris sur Roger Martin Dugard. C'est un peu l'angle sous lequel j'écris ma biographie. C'est vraiment Roger Martin Dugard, c'est une école du débat et de la confrontation apaisée des points de vue. Très bien. Et bien voilà, c'est parfait. Julien, il est temps de vous remercier. On souhaite le meilleur à la paix paresseuse, qui est sorti il y a déjà quelques semaines, mais il a encore, j'imagine, une belle vie devant lui. Et je vous souhaite le meilleur, Julien. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié cette conversation. J'espère qu'elle aura plu également à nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci, Julien. Une très belle soirée à tout le monde et on se retrouve jeudi prochain avec Charles Roux. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.